J'observai que ce dernier avait laissé échapper la plus belle occasion, la plus facile de s'illustrer à jamais, celle d'aller présenter de bonne foi ses soumissions au roi et de le supplier de trouver bon qu'il alla dans la solitude de pleurer celui qu'il avait honoré du titre de son compagne d'armes et l'avait appelé son ami. Eh bien, quelque simple que fût cette démarche, disait l'empereur, elle était encore au-dessus de ses forces, ses moyens. Ses capacités avaient toujours été objet de discussion parmi nous. Disais-je là le choix de votre majesté, votre confiance, votre grand attachement, nous étonnions beaucoup. Ce que Bertie, après tout, n'était pas son talent, disait cela l'empereur, et je suis loin de régner sa personne et mes sentiments, mais ses talents. Son mérite était en spécial et technique et hors de là, son esprit quelconque. Et puis ses faibles. J'observais que pourtant il était plein de prétentions et de morgue avec nous. Et le titre de favori, disait l'empereur, pourquoi le comptez-vous? J'ai ajouté qu'il était très dur, fort cher, disait alors l'empereur, que la faiblesse que ce sont était de la force. Voyez les femmes. L'empereur, dans ses campagnes, avait Berthier dans sa voiture. C'était pendant sa route et sur les grands chemins que l'empereur, parcourant les livres d'ordre et les états de situation, prenait ses décisions, arrêtait ses plans et ordonnait les mouvements. Berthier en prenait note est à la première station ou au premier moment de repos, soit de jour, soit de nuit. Il expédiait à son tour tous les autres et les différents détails particuliers avec une régularité, une précision et une promptitude admirable, disait l'empereur. C'était un travail pour lequel il était toujours prêt et infatigable. Voilà quel était le mérite spécial de Berthier. Il était des plus grands et des plus précieux pour moi. Observez, l'empereur, nul autre ne peut les remplacer. Je reviens encore à quelques touches caractéristiques sur l'empereur. Il est sûr qu'il parle froidement, sans passion, sans préjugés, sans ressentiment des circonstances et des personnes qui remplissent sa vie. On sent qu'il pourrait devenir l'allié de ses plus cruels ennemis, comme vivre avec l'homme qui lui a fait le plus de mal. Il parle de son histoire passée comme si elle avait déjà 300 ans de date. Ses récits et ses observations ont le langage des siècles. C'est une ombre conversant au chant Élysée. Des vrais dialogues des morts. Il s'exprime et souvent lui-même comme sur une tierce personne, parlant des actes de l'empereur, indiquant les faits que l'histoire pourrait lui reprocher, analysant les raisons et les motifs qu'on pourrait alléguer pour sa justification. Il n'aurait pas, disait-il, à s'excuser aucune faute sur autre, n'ayant jamais suivi que sa propre décision. Il aurait à se plaindre tout au plus des fausses informations, mais jamais des mauvais conseils. Il s'était entouré de plus de lumière possible, mais son était toujours tenu à son propre jugement. Il était loin de s'en repentir. C'est, disait-il, l'indécision et l'anarchie dans les moteurs qui émanent l'anarchie et la faiblesse dans les résultats peut être équitable sur les fautes produites par la seule décision personnelle de l'empereur, continuait-il. Il faudrait mettre en balance les grandes actions dont on l'aurait privé et les autres fautes que lui aurions fait commettre les conseils auquel on lui reproche de ne pas être adonné
dans la complication des circonstances de sa chute, il voit les choses tellement en masse et de si haut que les hommes lui échapperont. Jamais on ne l'a surpris animé contre aucun de ceux dont on croirait qu'il allait plus à se plaindre. C'est plus qu'on marque des réprobations et je m'en suis convaincu bien souvent de garder le silence sur leur compte quand on les mentionne devant lui. Mais combien de fois on l'a vu arrêter les expressions violentes et moins retenues de nous que l'entourions. Vous ne connaissez pas les hommes, nous disait-il alors, ils sont difficiles à saisir quand on veut être juste. Se connaissant-ils, expliquant-ils bien eux-mêmes, la plupart de ceux qui m'ont abandonné, si je vais continuer d'être heureux, nous sans peut-être jamais soupçonner leur propre défection. Il est des vices et des vertus des circonstances. Nos dernières épreuves sont au-dessus de toutes les forces humaines. Et puis j'ai plutôt été abandonné que trahi. Il y a plus de faiblesse autour de moi que de perfidie. C'est le reniement des sans-pierres, les repentirs et les larmes pouvant être à la porte. À côté de cela, que dans l'histoire, plus de partisans et d'amis, qui fut plus populaire et plus aimé, qui jamais la seule des regrets plus ardents et plus vifs. Voyez, d'ici, sur mon roc, en lisant les troubles actuels en France, ne serait-on pas tenté de dire que j'y régna encore les rois et les princes? Mes alliés m'ont été fidèles jusqu'à extinction. Ils ont été enlevés par les peuples en masse, et ceux de miens qui étaient autour de moi se sont trouvés enveloppés tout étourdis dans un tourbillon irrésistible. Non, la nature humaine pouvait se montrer plus laide et moi plus à plaindre. Vendredi 17, aujourd'hui l'empereur m'a questionné sur les officiers de sa maison, à l'exception de deux ou trois au plus qui avaient excité le mépris du parti même vers lequel ils avaient été transfugés. Il n'y avait guère rien à dire sur le reste. La très grande majorité avait même montré un dévouement actif. L'empereur, alors, c'est qui particulièrement de quelques-uns, en les citant peu leur nom, n'avait qu'à applaudir à tous. Qui me dit, vous là, a-t-il dit, au sujet de l'un d'eux, en m'interrompant vivement, et moi qui laissé marrer sur les Tuileries à mon retour, que je crains d'avoir fait injustice involontaire. Ce qui c'est lorsqu'on est obligé de s'en rapporter au premier mot et qu'on n'a pas un seul instant pour la vérification, que je crains aussi d'avoir assez bien des dettes de reconnaissance en arrière. Quand est malheureux quand on ne peut pas tout faire soi-même. J'ai repris, sire, il est vrai de dire que s'il y a faute parmi l'officier de votre maison, il ne fait pas autre que celle de toute la masse, faute du reste qui a dû nous ravaler étrangement aux yeux des autres nations. Sitôt que le roi apparut, on s'est précipité vers lui, non pas comme vers le souverain qui nous laissait votre abdication, mais comme vers celui qui n'avait jamais cessé de l'être, non pas avec cette dignité de l'homme fier d'avoir constamment rempli tous ses devoirs, mais avec l'embarras
équivoque de courtisan qui était maladroit. Chacun ne cherchait qu'à se justifier. Votre Majesté se trouva de cet instant désavoué, renié, la qualification d'empereur disparut. Les ministres, les grands, les plus intimes de votre Majesté ne rougiront pas peu de nations de ne plus dire que Bonaparte. On avait été contraints de servir, disait-on. On n'avait pas pu faire autrement. On eut trop de mauvais traitements à redouter. L'empereur retrouvait bien notre caractère national. Nous étions toujours les Gallois d'autrefois. La même légèreté, la même inconstance et surtout la même vanité. Comparons-nous enfin, disait-il, échanger celle-ci contre un peu d'orgueil. Toutefois, disais-je, les officiers de la maison de votre Majesté ont laissé échapper une belle occasion de s'honorer du don un don populaire. Il y avait au-delà de 1550 officiers de la maison. Un très grand nombre étaient des premiers hommes. Tous avions une fortune indépendante. C'était à eux qu'il convenait de présenter un exemple qui est suivi par d'autres. Eux peut donner une toute autre imposition à l'attitude nationale et nous créer des droits à l'estime publique. Eh bien, dit l'empereur, il est sûr que si toutes les premières classes vous ont agi de la sorte, les affaires vous ont tourné bien différemment. Les vieux rédacteurs nous ont rêvé leur chimère du bon vieux temps. On ne serait pas venu vous parler de la ligne droite, ni de la ligne courbe. Les rois se seraient attachés tout bonnement à sa charte. Moi, je n'eusse pas songé à quitter l'île d'Elbe. La tête de la nation se serait inscrite dans l'histoire avec plus d'honneur et de dignité. Nous y aurions tout gagné. Samedi 18. Après le travail accoutumé, l'empereur m'a mené au jardin vers les 4 heures. Il venait de finir la dictée sur la Corse. Ayant puisé le sujet sur cette île, celui de Paoli parlait de l'influence que lui-même s'y était créé, si jeune encore lors de sa séparation de Paoli. Il ajoutait que dernièrement, il eût été bien sûr de réunir tous les vœux, toutes les opinions, tous les efforts, que s'il s'y était retiré en quittant Paris, il eût été à l'abri de toute puissance étrangère. Il en avait eu la pensée en abdiquant pour son fils. Il avait été sur le point de se réserver la jouissance de la Corse durant sa vie. Aucun obstacle de mer ne empêcha de s'y rendre. Il ne le voulut point, disait-il, pour rendre son abdication plus franche, plus fructueuse pour la France. Son séjour au centre de la Méditerranée, au sein de l'Europe, si près de la France et de l'Italie, pouvait demeurer un prétexte durable pour les alliés. Il préféra même l'Amérique à l'Angleterre par le même motif et dans la même pensée. Il est vrai qu'il n'avait pas prévu, disait-il, et ne pouvait prévoir, d'après la confiance de ses démarches, l'injuste et violente déportation à Sainte-Hélène. Plus tard, l'empereur, parcourant divers points de la Révolution, s'est arrêté sur Robespierre, qu'il n'a pas connu. Il est vrai, mais auquel il ne croyait ni talent, ni force, ni système. Il a pensé néanmoins le vrai bon émissaire de la révolution immolée, dès qu'il avait voulu entreprendre de l'arrêter dans sa course destinée commune du reste, observait-il à tout ce qui jusqu'à lui
Napoléon avait osé l'essayer. Les terroristes et leurs doctrines ont survécu à Robespierre et si leurs excès ne se sont pas continués, c'est qu'il leur a fallu plier. Devant l'opinion publique, ils ont tout jeté sur Robespierre. Mais celui-ci leur répondait avant de périr qu'il était étranger aux dernières exécutions que depuis 6 semaines il n'avait pas paru au comité. Napoléon confessait que l'armée de Nice, il avait vu des longues lettres de lui à son frère, blâmant les erreurs des commissaires conventionnels qui perdaient, disait-il, la révolution par leur tyrannie et leur atrocité. Commissaire, est-ce qu'il doit être une autorité sur cette époque? Observez, l'empereur avait répondu à l'interpellation qu'il lui adressait un jour sur la condamnation de Robespierre par ces paroles remarquables. Sire, cela était un procès jugé mais non plaidé, ajoutant que Robespierre avait plus de suite et des conceptions qu'on ne pensait qu'après avoir renversé la faction effronée qu'il avait eu à combattre. Son intention avait être le retour à l'ordre et à la modération. Quelque temps avant sa chute, ajoute Combeferre, il prononça un discours à ce sujet plein des plus grandes beautés. On ne l'a point laissé insérer au Moniteur et toutes les traces nous ont été enlevées. Ce n'est pas la première fois que j'ai entendu parler d'une lacune d'exactitude dans le Moniteur. Il doit y avoir vers ce temps-là dans les transactions de l'Assemblée une époque tout à fait infidèle, les procès-verbaux ayant été arbitrairement rédigés par l'un des comités. Ceux-ci sont portés à croire que Robespierre, étant laissé gorgé, effrayé de la Révolution, avait résolu de l'arrêter, disant qu'il ne voulut agir qu'après avoir lu son fameux discours. Il le trouvait si beau qu'il ne doutait pas de son effet sur l'Assemblée. S'il en est ainsi, son erreur ou sa vanité lui coûteront cher. Ceux qui pensent différemment objetant que Danton et Camille Desmoulins avaient précisément la même pensée et que pourtant Robespierre les immola. Les premiers répondant que ce ne serait pas une raison que Robespierre les immola pour conserver sa popularité quand il jugia que le moment n'était pas encore venu ou bien encore peu n'est pas leur laisser la gloire de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, plus on se rapprochait des instruments et des acteurs de cette catastrophe, et plus on y a trouvé d'obscurité et de mystère. Cela ne fera que s'accroître encore avec le temps aussi la vérité de l'histoire. Sur ce point, comme sur tant d'autres, ne sera probablement pas ce qui a eu lieu, mais seulement ce qui sera raconté. Au sujet de ce même Robespierre, l'empereur disait qu'il avait beaucoup connu son frère, représentant à l'armée d'Italie. Il n'en disait point de mal. Il avait conduit au feu, lui avait inspiré beaucoup de confiance et un grand enthousiasme pour sa personne, si bien que rappelé pour son frère, quelque temps avant le 9 Thermidor, qui s'est préparé sûrement. Robespierre le jeune voulait absolument amener Napoléon à Paris. Celui-ci eut toute la peine du monde à s'en défendre et ne parvint à lui échapper qu'en faisant intervenir le général en chef du Morbihan
dont il avait toute la confiance et auquel il se montra comme absolument nécessaire si je l'eusse suivi, disait l'empereur quelle pouvait être la différence de ma destinée. À quoi t-on après toute une carrière? On eût sans doute voulu m'employer. Je pouvais donc être destiné de cet instant à tenter une espèce de vendémiaire. Mais j'étais bien jeune encore. Je n'avais point alors mes idées arrêtées comme je les ai eues depuis. Je crois bien que je n'eusse pas voulu l'accepter. Mais dans le cas contraire et même victorieux, quel résultat eusse-je pu espérer en Vendémiaire? La fièvre de la Révolution était tout à fait affaissée en Thermidor. Elle était encore dans toute sa force, dans la rage de son ascension et de ses excès. L'opinion publique, disait-il dans un autre moment et sur un autre sujet, est une puissance invisible, mystérieuse, à laquelle rien ne résiste, rien n'est plus mobile, plus vague, plus forte et toute capricieuse qu'elle est. Elle est cependant de vrai raisonnable, juste beaucoup plus souvent qu'on ne pense. Et donc conçu provisoire, un des premiers actes de mon administration fut la déportation d'une cinquantaine d'anarchistes. L'opinion publique à laquelle ils étaient un heureux tourna subitement pour eux. D'ici l'empereur, il me força de reculer. Mais quelque temps après, ces mêmes anarchistes, ayant voulu comploter, ils feront terrasser de nouveau par cette même opinion qui m'était toute revenue. C'était ainsi qu'à la Restauration. Et si prenons mal, on était venu à bout de rendre les régicides populaires, eux que la masse de la nation proscrivait un instant auparavant.